Mesdames et messieurs, bonsoir. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, vous l'avez souvent entendu. Il faut entendre par cela que l'on accorde la priorité à la production végétale, aux ressources animales, halieutiques et les eaux et forêts qui, ensemble, assurent plus de 30% du PIB et 70% des recettes d'exportation. C'est aussi dans cet esprit que le Sahara est né autrefois. Le Sahara, c'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. L'édition de 2015, c'est la 3e édition. Le débat aujourd'hui, pour coller à l'actualité du moment, a deux préoccupations essentielles. Comment promouvoir l'investissement agricole durable? Comment faire de notre économie une économie qui sache transformer sur place? Et comme de coutume, nous commençons avec 4 invités pour répondre à ces questions. Bonsoir, M. Nouhounou Koulibaly. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la planification, du contrôle, des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture. C'est bien cela? C'est bien ça. Juste auprès de vous, M. Mamadou Adama Bamba, directeur général de Ecokim, c'est cela? C'est bien ça. Président de l'Union des coopératives exportatrices de Côte d'Ivoire. C'est ça. Ensuite, M. Malamine Sanogo, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. Bonsoir. Bonsoir. Et pour terminer, M. Souleymane Diarasouba, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci, messieurs, d'être là. Chemin faisant, nous accueillerons sur ce plateau un autre invité, M. Abdoulaye Berté. Il occupera le fauteuil, bien entendu, de M. Mamadou Adama Bamba pour nous aider à comprendre le sujet, le Sahara et toutes les préoccupations que nous avons posées. Après 16 années d'interruption, le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, renaît de ses cendres. D'échanges sur les opportunités d'investissement dans le secteur agricole ivoirien. Juliette Ouéa nous rappelle les éditions précédentes et ouvre une lucarne sur l'avenir. Après l'édition de 1997 et celle de 1999, le Salon de l'agriculture et des ressources animales de retour en Côte d'Ivoire pour l'édition 2015 à la suite de 16 années d'interruption dues à la crise ivoirienne. Après l'édition de 1999, le Sahara avait été projeté en 2001. Mais le coup d'État militaire de décembre 1999 et la crise militaro-politique de 2002 ont amené le gouvernement d'alors à reporter l'événement en 2003. La manifestation n'a pu se tenir car la crise a duré plus d'une décennie. Les précédentes éditions se sont déroulées au parc des sports de Treichville et ont accueilli 520 stands et 100 000 visiteurs en 1997 contre 680 stands et 101 exposants en 1999. Au niveau des pays étrangers participants, 32 ont été enregistrés à la 2e édition contre 20 à la première. L'Égypte, la France et l'Allemagne étaient les principaux pays invités en 1999 pour un budget de plus de 900 millions de francs CFA. Thème des 2 précédentes éditions, la modernisation de l'agriculture ivoirienne pour l'année 1997 et l'agriculture à l'aube du XXIe siècle pour 1999. Selon Lambert Kwasi-Konan, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, pendant ces 2 éditions, le secteur agricole représentait 30% du produit intérieur brut, offrait 60% des emplois et fournissait 65% des recettes d'exportation. La cérémonie de clôture du Sahara 99 par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, avait été l'occasion de remettre des prix aux meilleurs exposants. Pour l'édition 2015, plusieurs pays, dont le Maroc, le Tchad et la France, vont exposer leur savoir-faire en matière d'agriculture et de ressources animales. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus dans la commune de Port-Boué, site d'accueil de cette 3e édition. Au programme, des ateliers, visites guidées et autres panels relatifs notamment à la valorisation des produits agricoles. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 aura lieu du 3 au 12 avril prochain autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». Et nous sommes en plein dans le Sahara. Je voudrais commencer par vous, M. Koulibaly Nouhoun. Chaque fois qu'il y a le Sahara, c'est la 3e édition, des résultats sont attendus. Et jusqu'à présent, est-ce que ces résultats que vous attendez, vous les avez atteints? Merci. Malgré la trêve. Alors, c'est peut-être trop tôt de le dire maintenant si nous avons atteint les résultats, mais
vu l'engouement, les populations qui viennent, le nombre de partenaires techniques et financiers qui sont venus de l'extérieur, le nombre d'hommes d'affaires qui sont venus de l'extérieur, nous pensons que nous allons atteindre les résultats que nous avons fixés au début de ce salon. Qu'est-ce que vous souhaiterez déjà qu'on retienne du SARA à mi-chemin? Alors déjà, il faut dire que cette fois-ci, le SARA a été conçu, c'est vrai, autour du thème de l'investissement durable, mais tous les sujets importants du secteur agricole sont traités au cours de ce SARA. Et comme résultat, nous pensons vraiment pouvoir capter un certain nombre d'investissements, mais surtout pouvoir mettre les producteurs et les hommes d'affaires en relation d'affaires pour qu'après le SARA, bien entendu, ils puissent également capter un certain nombre d'investissements. Et déjà, on a de très bonnes nouvelles à ce niveau. C'est vrai qu'on parle d'investissement, beaucoup d'investissements, mais vous avez dit qu'il y a aussi autres préoccupations. Ce sont lesquelles? Alors, il y a par exemple les préoccupations concernant les semences. Vous savez que la qualité de la semence permet réellement d'augmenter la production, peut-être même de 2/3 de ce que nous faisons actuellement. Si la semence est bien calibrée avec la bonne terre et bien entendu avec de l'irrigation. Donc le thème aussi de l'irrigation est également traité avec nos amis du Maroc qui en ont fait un thème spécifique, je crois, il y a 2 jours, lors de la journée du Maroc, bien entendu. Il y a également des thèmes concernant la transformation qui sont également traités. Et puis bien entendu, comment faire pour mettre nos différents producteurs avec de bons réseaux de partenariat pour l'exportation des produits, soit en semi-fini, soit en fini, soit même en l'état, mais conditionnés quand même d'une certaine façon. Monsieur Bamba, vous êtes exportateur. Je n'ai pas envie de demander quelle est l'importance du SARA pour vous, mais est-ce que vous vous sentez écouté, vous, exportateur, lorsqu'on parle du SARA? Oui, merci M. Fofana. Nous sentons que nous sommes écoutés, évidemment, si on parle du SARA, parce que le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui transforme la capitale d'Abidjan comme la plateforme tournante du monde agricole. Nous participons à ce SARA parce que nous voulons vendre notre savoir-faire et nous voulons échanger avec des partenaires du Nord et des partenaires du Sud afin d'échanger sur toute la problématique. Parce que nous, en tant que coopérative exportatrice, notre métier n'est pas d'exporter seulement, mais aussi d'assurer la production. Parce que nous travaillons avec les producteurs de café et de cacao. Donc, c'est une occasion pour nous de rencontrer les semenciers. C'est une occasion pour nous de rencontrer les transformateurs, certains transformateurs qui existent déjà, mais aussi de rencontrer des sociétés de fabrication des outils de transformation. Parce que dans notre vision à long terme, c'est derrière la transformation. Non, justement, c'est cela l'arrière-pensée de ma question. Hein. Vous produisez, vous exportez, on a l'impression que vous arrêtez là, chemin faisant. En cours de chemin, je veux dire, vous arrêtez là, vous n'allez pas plus loin. Non, on ne s'arrête pas là plus loin. Il faut comprendre que tout processus, c'est un cheminement. Oui, on est d'accord là-dessus, mais déjà, on est à la 3e édition, même s'il y a eu une trêve, mais jusqu'à présent, j'ai envie de dire, c'est le même processus, c'est le même comportement. On produit et on exporte, on ne transforme pas. Non, je peux vous assurer quand même que la Côte d'Ivoire, peut-être, si je vous donne l'information que la Côte d'Ivoire est le 2e pays transformateur de chocolat en produits semi-finis depuis l'année dernière. Et si la croissance de la vision de l'État de Côte d'Ivoire, c'était d'aller à 50% d'ici 2020, mais nous sommes aujourd'hui à 30% de produits transformés semi-finis. Et donc, il y a une vision. Aujourd'hui, les nationaux, effectivement, sont un peu absents de la transformation. Sans cela, nous devrons prendre nos responsabilités pour être des acteurs, des acteurs clés de cette nouvelle politique de transformation qui se met en place. Aujourd'hui, nous sommes à 520 000 tonnes de produits transformés en semi-finis. Mais il n'y a pas assez d'opérateurs nationaux dedans. Et je pense que nous devrons nous organiser, nous, en tant que producteurs, en tant que coopérative exportatrice, d'être dans le train. Pour vous dire franchement, je ne suis pas encore convaincu parce que jusqu'à présent, le constat que nous faisons tous les producteurs ensemble, tous les producteurs africains, j'ai envie de dire, c'est pratiquement 3% de transformation. Sur 100%, on ne peut pas dire que ça fait plaisir. Il y a 3% de consommation. Sinon, nous avons 30%, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à 30% de produits transformés, oui, en semi-finis. Et nous sommes aujourd'hui le 2e pays transformateur en produits semi, après la Hollande. Avec la vision de 50% pour
l'horizon 2020, nous pensions que les coopératives doivent se mettre dans la danse, effectivement, parce que la transformation ne va pas se faire sans nous, les nationaux. Pour votre information, par exemple, sur 65 000 milliards, comme le Premier ministre l'indiquait à la 91e conférence internationale de l'ICCO la semaine dernière, sur 65 000 milliards de chiffre d'affaires de l'industrie du cacao, seulement 5% de cette manne est reversée aux producteurs. Et les 95% sont alloués aux industriels et aux intermédiaires. Évidemment, il est important que nous prenions notre place pour pouvoir changer la donne. Parce que 95% de l'extérieur, il faut les ramener évidemment au niveau local. Justement, c'est cela ma préoccupation. Monsieur Sanogo, vous êtes d'accord avec moi? Dites oui, je serai plus heureux. Vous êtes d'accord avec moi tout de suite que 5% quand même de transformation, c'est pas grand-chose? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est peut-être pas le cas du coton de l'anacarde, mais de façon générale, on ne transforme pas. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut voir qu'au niveau de la transformation, il y a plusieurs étapes. Il y a le premier niveau de transformation, il y a le deuxième niveau, troisième niveau, ça dépend des spéculations. Si on prend le cas, par exemple, du coton graine, je peux dire que le coton graine, il est transformé d'abord au premier niveau, parce qu'il est grainé, conditionné en fibres. Ça, c'est le premier niveau de transformation. Après, vous avez maintenant l'industrie du tissage. Ça, c'est le deuxième niveau, l'industrie des filatures d'abord, qui est le deuxième niveau de transformation, et l'industrie du tissage. Donc, pour certaines raisons spécifiques, on ne peut pas transporter certains produits si on n'a pas fait le premier niveau de transformation. C'est le cas du coton, je pense que c'est le cas du caoutchouc aussi. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un premier niveau de transformation qui est déjà effectué pour certaines spéculations. Est-ce que vous considérez que peut-être que nous sommes trop pressés de dire qu'il ne faut pas être à ce premier niveau, qu'il faut être au-delà? Au niveau du coton, on a vu nos potentialités. Ah si, il faut aller au-delà, s'il y a de la valeur ajoutée. Maintenant, ce n'est pas toute transformation aussi qui crée de la valeur ajoutée. Je veux dire que la valeur ajoutée peut être négative. C'est pour ça. Si bon, entendu que nous parlons de ce qui est positif. Voilà, parce que si vous prenez des produits frais, par exemple, si vous prenez par exemple la banane coûte plus cher quand il est naturel sur le marché européen que la banane, que ces produits quand ils sont en conserve. Mais pour certains cas, effectivement, en fonction des emplois que ça crée, il est important effectivement de faire de la transformation. C'est sûr que les banquiers, M. Diarra-Souba, c'est sûr que vous, quand vous regardez un Ivoirien qui regarde la Côte d'Ivoire, qui produit plus d'1,7 tonnes et qui n'arrive pas à transformer entièrement sa production, ça fait mal au cœur. Oui, c'est vrai que bon, c'est une problématique qui reste d'actualité, même si elle est un peu ancienne. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, au niveau du secteur café-cacao, enfin notamment du cacao, on parle de 35%. Au niveau du secteur de l'anacarde, les chiffres sont encore faibles, puisque bon, au niveau de l'anacarde, il y a eu une poussée au cours de ces dernières années au niveau de la production qui est passée aujourd'hui, je crois, à plus de 400 000 tonnes. Mais il est important, je pense que pour le pays, que le taux de transformation de ce produit puisse évoluer positivement. Je pense que c'est en ligne avec les orientations du gouvernement pour le cacao d'être d'ici 2020 à 50%. Parce que vous savez, quand vous exportez des matières brutes, vous exportez également du travail pour les autres. Donc il est important que des chaînes de transformation puissent s'installer en Côte d'Ivoire, que ces unités-là puissent effectivement créer de l'emploi et avoir des produits à valeur ajoutée pour que on puisse au moins avoir des produits semi-finis pour la transformation. Et ça concerne le cacao et les autres matières premières. Voilà. Donc, parce qu'après un peu plus de 50 ans, quand même, lorsqu'on a ces niveaux de transformation, c'est dit qu'il y a des efforts à faire. Mais je pense que la problématique est adressée par les autorités qui ambitionnent, en fait, au cours des prochaines années, d'avoir un niveau de transformation qui doit être à la hauteur de leur vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Monsieur Koulibaly, sans vous accuser de quoi que ce soit, c'est l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Agriculture, mais qu'est-ce qui bloque la transformation des produits locaux sur place? Alors, je crois que tout à l'heure, il a dit que la problématique est très ancienne. Il faut effectivement, elle est ancienne et il faut la
la replacer dans ces contextes pour vraiment comprendre quels sont les différents problèmes en Côte d'Ivoire et aussi comprendre ce que nous sommes en train de faire maintenant pour pouvoir réasseoir un tissu de transformation de façon locale. D'accord, donc je repose ma question dans l'absolu. Qu'est-ce qui bloque la transformation sur place? Vous savez, en son temps, nous avons beaucoup investi dans la transformation de nos produits. Je vais prendre juste un cas très simple, un Palme Industrie, vous connaissez bien. Et puis, c'était l'effort de l'État de Côte d'Ivoire en réalité. Mais cet effort-là était soutenu par quoi? Il était soutenu essentiellement par les rentes que nous avions des produits d'exportation et également, bien entendu, par d'autres mécanismes qui relèvent de l'aide extérieure. Et à un moment donné, lorsque vous n'avez plus cette aide extérieure parce qu'il y a un choc sur le marché international ou quand les prix ne sont plus très bons au niveau des produits que vous exportez, de toutes les façons, ce n'est plus soutenable de rester dans cette dynamique. Donc du coup, on est passé à une autre étape qui a d'une manière ou d'une autre dérégulé un peu le tissu industriel à ce niveau. Il fallait reconstruire. Pour reconstruire, il fallait inciter le privé à venir réinvestir effectivement dans notre agriculture. Et vous savez très bien qu'à partir des années 2008, déjà même en 1995 jusqu'à 1999, c'était un peu difficile en termes d'investissement du privé. Ça a continué jusqu'en 2008. Et puis, c'est maintenant, avec le programme national d'investissement agricole que nous avons mis en place, qu'il se trouve que nous avons pu établir un système cohérent, non seulement de production, mais un système qui va permettre également de pouvoir nourrir, si vous voulez, l'industrie de transformation. Donc c'est à ce niveau que maintenant le travail doit se faire en réalité pour trouver des mécanismes qui permettent d'attirer, bien entendu, le secteur privé pour rentrer dans la transformation. Mais il y a des choses essentielles qu'il faut régler. Je prends un exemple. Si vous voulez transformer le cacao, aujourd'hui, il a parlé de la transformation du cacao. Ça se fait en produits semi-finis. Ça se fait aussi en certains produits finis que nous vendons localement et dans la sous-région. Mais lorsque vous voulez faire du chocolat, que vous voulez vendre dans les pays internationaux, vous êtes obligé d'avoir un certain mécanisme qui soit assis dans le pays. Par exemple, le contrôle sanitaire des produits. Il est aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas encore bien réglé. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre un système de contrôle sanitaire. Donc, si vous faites le chocolat, vous êtes sûr que si vous voulez le vendre sur le marché international, ça va être un peu compliqué. De l'autre chose aussi qui bloque un peu la transformation locale, c'est que nous sommes aujourd'hui une économie mondiale. Il y a certains pays qui ont réussi à faire la transformation à moindre coût. Aujourd'hui, si vous voulez faire la transformation en Côte d'Ivoire, que vous n'êtes pas compétitif, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas vendre sur le marché international. Donc il y a d'autres schémas à faire. Tout à l'heure, peut-être dans la suite des débats, on aura l'occasion de dire comment nous sommes en train de faire pour mettre des schémas nouveaux qui permettent effectivement à ces entreprises d'être compétitives et qui leur permettent également de pouvoir accéder déjà au marché national, le marché sous-régional et ensuite le marché... C'est vrai, M. Koulibaly, cette question aurait pu être valable pour vous, mais je vais la poser à M. Bamba. On a l'impression que c'est l'engagement de l'État qui manque. Oui, il faut noter quand même pour aller à la transformation, il faut une politique étatique agricole forte. C'est important parce que la transformation, ça demande beaucoup de moyens financiers. Nos entreprises, aujourd'hui, les fonds propres, les capitaux ne sont pas trop suffisants pour pouvoir emprunter. Il y a des problèmes d'organisation, des problèmes de structuration de coopératives. Moi, je parle au niveau des coopératives exportatrices de Côte d'Ivoire. Et pour emprunter, pour pouvoir faire la transformation, il faut suffisamment de moyens financiers. Les banques ne nous accompagnent pas suffisamment sur ce terrain. D'abord, pour la collecte primaire, même pour assurer l'approvisionnement, les banques ne nous accompagnent pas. Il y a le problème d'organisation de notre côté. Un problème de gestion de notre côté, c'est vrai. Il y a quelques insuffisances du côté des coopératives exportatrices. Mais nous sommes en train de travailler à cela pour pouvoir assurer le renforcement et la compétitivité des coopératives. Aujourd'hui, les banques doivent pouvoir nous accompagner. Mais tout cela va se faire avec une politique nationale agricole forte pour nous aider à aller à la transformation. D'accord. Je suis à moitié d'accord avec vous lorsque vous dites que les banques doivent vous accompagner, mais votre premier problème, vous, exportateurs, c'est vous-même. Je pense que même quand on vous pose la question combien vous êtes, ce n'est pas évident qu'on sache le nombre. Vous n'êtes pas identifié clairement, on ne sait pas à qui prêter souvent.
Je pense que là-dessus, c'est une problématique réelle. Elle commence d'abord par le producteur. Mais si vous posez cette question, il faut comprendre que sur toute la chaîne, il y a le producteur, il y a les organisations professionnelles agricoles, il y a les transformateurs et il y a les chocolatiers. Bon. Aujourd'hui, les gens sont prêts à accompagner tous les autres acteurs de la chaîne, sauf le producteur même qui produit le cacao et leur organisation professionnelle agricole. Mais cela s'explique. C'est vrai. Vous ne rassurez pas les banques, sans être banquier. Je vous assure que lorsqu'on regarde comment est-ce que vous êtes organisé, qu'on ne sait pas à qui s'adresser, bon, un banquier ne donne pas à quelqu'un qu'on ne pourra pas retrouver, qui n'est pas identifié nettement, voilà, qui n'a pas de matricule. Je suis obligé de le reconnaître, de le dire. Oui, effectivement, je pense que cette problématique trouvera une solution dans la loi d'orientation agricole qui sera adoptée bientôt, parce qu'elle va faire du producteur, ça a été annoncé par le ministre de l'Agriculture à l'ouverture du Sahara, le producteur, le planteur, son métier sera reconnu. Ça c'est clair. Et il faut les identifier, il faut maîtriser les parcelles et les superficies. Nous sommes conscients de cela. Mais cela ne veut pas dire que la banque ne doit pas prendre des risques. Il y a des coopératives quand même organisées, structurées, qui ne sont pas suffisamment accompagnées par les banques. Il y en a qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des problèmes de structuration, mais sur 3016 coopératives codifiées, agréées, il y a du travail qui est en train d'être fait. Avant, c'est vrai, c'était un peu d'anarchie, les coopératives, le nom n'était pas connu, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a 3016 coopératives codifiées et identifiées par le Conseil Café Cacao et qui travaillent. Donc, elles commencent à se structurer, à s'organiser. Mais avec une politique étatique, et puis les banques doivent pouvoir accompagner ces organisations professionnelles agricoles. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas développer ce pays sans la plus grande partie des acteurs du café cacao, sans les acteurs du cajou, sans les acteurs du banane, de tous les produits agricoles. Donc, évidemment, il faut nous accompagner. Très bien. Et il faut vous accompagner. Vous serez certainement accompagné, mais je pense que ça dépend de vous aussi, M. Sanogo. Ce qui est valable pour le cacao est valable pour le coton ou l'anacarde. En général, on n'arrive pas à identifier clairement de ceux qui travaillent dans le milieu. On ne sait pas à qui s'adresser. Effectivement, vous avez raison, mais il y a un processus qui est enclenché. Vous savez qu'au niveau du coton... J'ai envie de dire que vous avez mis beaucoup de temps quand même. Non, au niveau du coton... Parce qu'il y a longtemps que les banques sont accusées. Je voulais vous rassurer qu'au niveau du coton, il n'y a pas de problème. Le coton, c'est une culture annuelle. Et le coton, pratiquement, il faut financer les intrants au niveau du coton. Donc, si vous n'avez pas de maîtrise des gens qui reçoivent vos intrants, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir rentrer dans vos fonds. Donc, tous les producteurs de coton, je peux vous rassurer, sont identifiés, les superficies sont identifiées et il y a tout un conseil agricole derrière parce que le respect de l'itinéraire technique dans le coton, il est très exigeant. Le calendrier agricole, il doit être respecté. Donc, au niveau du coton, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, vous semblez nous dire que vous, avec les banques, avec les établissements financiers, il n'y a pas de problème, vous êtes financé correctement parce que... Le financement du coton, c'est fait par les banques à travers les sociétés de grainage. Ça, c'est clair, c'est une filière qui est suffisamment structurée. Peut-être que la problématique se pose au niveau de l'anacarde, qui est, je crois, la plus jeune filière sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et je pense que très rapidement, on va s'inspirer du coton pour organiser, et comme il a dit, pour identifier et les producteurs et les superficies, et pour leur permettre d'avoir des titres de propriété, pour leur permettre aussi de rentrer, de s'insérer dans le secteur bancaire avec des documents, puisqu'ils sont identifiables et leur potentiel est apprécié. Monsieur Djarasouba, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas vous en laver les mains, on ne peut pas vous dédouaner du tout, mais vous demandez trop d'assurance, trop de garanties aux producteurs et qui ne savent pas par où commencer, qui au contraire ont besoin de votre appui pour pouvoir s'installer correctement. D'accord. Je pense que M. Bamba a bien identifié le problème. Je veux dire, je pense que c'est ce que l'État est en train de faire en prenant en fait des dispositions pour voter une loi d'orientation au niveau du secteur agricole. Excusez-moi, vous dites que l'État est en train de faire. Alors, qu'est-ce que les banquiers font? Non, je viens. Les établissements financiers font? Non, je viens. Vous savez, lorsque vous avez un producteur dont le métier n'est même pas reconnu, et la fonction d'agriculteur ou de producteur n'est même pas reconnue par l'autorité, on ne peut pas faire crédit à un individu dont le métier n'est pas reconnu. Et puis bon, quand vous prenez la plupart des exportations, que ce soit des exportations des cafés cacao,
Ce sont souvent des exploitations familiales, des petites parcelles, ici et là. Et donc, je pense que, vous savez, partout, je pense, lorsqu'on regarde un peu le modèle des pays émergents, c'est l'État qui ouvre la voie. Ouvrir la voie, ça veut dire fixer clairement un cadre juridique et institutionnel dans lequel les uns et les autres évoluent, dans lequel, en fait, les acteurs comme les banques, en fait, sont sécurisés par rapport à la distribution des crédits qu'ils peuvent faire au monde paysan. Les banques souhaitent être des partenaires privilégiés des paysans, d'autant plus que ce monde agricole est très important, en fait. Je veux dire, lorsqu'on voit leur contribution au PIB, c'est vrai qu'il a baissé, qui est autour de 22% aujourd'hui, mais qui reste encore important. Nous, les banques, sommes présents dans la chaîne de commercialisation et au niveau de la chaîne de transformation. Mais on est moins présent en amont, au niveau de certaines cultures de rente, en fait. De telle sorte que le taux de financement bancaire au niveau du secteur agricole n'est pas supérieur aujourd'hui à 5%. Donc vous voyez un peu le gap qu'il y a entre notre contribution au financement du secteur agricole et la contribution du secteur de l'agriculture au PIB. Donc l'objectif, je veux dire, en prenant ce type de décision ou bien de loi organique qui va réguler tout le secteur, ça devrait permettre aux banques, en fait, d'évoluer dans des conditions leur permettant de favoriser leur niveau de financement aux producteurs. Sinon, nous accompagnons différents acteurs. On a parlé tout à l'heure des structures qui sont dans l'égrenage du coton. Nous accompagnons des sociétés agro-industrielles dans le secteur de l'EVA, du palmier à huile. Voilà. Et au niveau également de la transformation du cacao, nous accompagnons certaines structures de la place, tout ça en lien avec souvent des banques de développement, d'accord, qui ont cette capacité de mettre des crédits sur des durées plus longues que les banques commerciales que nous sommes. Voilà. Nous sommes fortement intéressés par la population paysanne parce que nous pensons profondément que c'est en bancarisant, c'est en financiarisant cette population que le taux de bancarisation va vraiment se lever, que le niveau de collecte en termes d'épargne nationale sera décuplé ou quintuplé et qui permettra en fait aux banques d'avoir une plus grande capacité de transformation, c'est-à-dire une plus grande capacité d'octroi de crédit, aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises, qu'aux particuliers en fait. Voilà, donc... ce que vous dites est rassurant, mais je suis obligé de vous le dire. Juste avant cette émission, j'ai échangé avec un banquier qui disait que les producteurs ne sont pas rassurants. Ils ne sont pas crédibles. Ils n'ont pas de garantie. Ça fait beaucoup de choses que vous leur demandez à la fois. Mais je pense que Mais comment est-ce que vous pouvez les amener? Comment est-ce qu'ils peuvent vous rassurer, vous les banquiers, vous les établissements financiers? Comment est-ce que les producteurs peuvent vous rassurer? Ce que nous souhaitons, nous n'avons pas encore vu le contenu de la loi qui sera prise, c'est que tous ces éléments soient pris en compte en fait. Il faudrait que le producteur puisse être propriétaire de sa parcelle. Vous savez, je vais financer une parcelle de cacao ou bien de manioc ou bien d'un autre produit. Il faudrait que je m'assure que la terre sur laquelle l'exploitation est faite appartient plus ou moins à l'exploitant. Que cet exploitant-là est capable quand même d'offrir quelque chose en termes de sûreté à la banque qui vient le financer. Au-delà de cette question de propriété foncière, nous avons d'autres éléments de risque qu'il faut adresser. Vous partez financer une production, peut-être qui a une certaine cyclicité, qui a une certaine saisonnalité et qui est gérée de façon rudimentaire et sans les moyens modernes en fait qui sont utilisés dans certains pays où il ne pleut peut-être qu'une seule fois ou deux fois dans l'année. Et chez nous ici, lorsqu'il ne pleut pas, on a un impact naturellement sur certaines productions. Alors qu'aujourd'hui, il faut être dans un schéma où, quel que soit le climat, d'accord, il faudra pouvoir avoir un niveau de production qui correspond aux prévisions initiales et qui permettent en fait aux producteurs d'avoir le volume de chiffre d'affaires qu'il faut pour pouvoir faire face à ces engagements. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas forcément toute cette facilité et nous n'avons pas forcément dans notre marché
des produits d'assurance en fait qui peuvent éventuellement couvrir tous ces risques-là en fait. Donc c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place, voilà, pour pouvoir permettre en fait aux banques d'être résolument présents auprès du producteur, ce que nous souhaitons. Parce que comme je l'ai dit, bancariser, c'est-à-dire avoir le producteur dans le circuit formel, dans le circuit bancaire, reste très important, et tout ce qui concerne le financement sera une conséquence en fait de cet enrôlement-là au niveau du système bancaire. Monsieur Koulibaly, oui, vous avez envie de vous prononcer. Allez-y avant que je pose ma question. Sur ce point, il a parlé d'environnement qu'il faut mettre en place. L'État a vraiment pris ses responsabilités à ce niveau. Oui, je vous assure que lorsque je l'ai écouté tout à l'heure, j'étais à deux doigts de dire que le cadre juridique, le cadre réglementaire n'existe pas. Sur ce point, ou bien il n'est pas efficace. Sur ce point, je vais vous rassurer. En réalité, ce cadre était plus ou moins inexistant pour plusieurs raisons dont on ne va pas... mais donc, nous avons rencontré les banquiers avant de commencer à mettre en œuvre le PNIA. Les banquiers nous ont dit, nous n'arrivons pas à financer le secteur agricole pour telle raison. Il y avait la question, effectivement, qu'on ne sait pas qui est le producteur, on ne sait pas qui est agriculteur en Côte d'Ivoire. La loi d'orientation agricole aujourd'hui est très claire. Elle donne un statut à l'agriculteur et elle règle le problème du cadre juridique de l'exploitation agricole. Donc aujourd'hui, nous avons donc mis en place ce cadre-là qui va permettre de pouvoir sécuriser un certain nombre de choses, de pouvoir répondre aux problèmes d'identification. Deuxième chose que l'État a fait, l'État dit, comme tout le monde se plaint qu'on ne peut pas identifier exactement l'agriculteur, l'État dit, OK, nous allons faire un recensement de tous les producteurs, mais avec leur exploitation agricole. Et cette fois-ci, ça ne sera pas un recensement pour faire un artifice statistique, ça sera un recensement pour lequel chaque exploitant et son exploitation seront géoréférencés. Autrement dit, on pourra identifier de façon sûre et de façon exacte, je veux dire, chaque exploitant agricole. Partout sur le territoire national. Partout sur le territoire national. Nous avons eu le financement auprès de l'Union européenne, nous avons eu le financement auprès de l'État. Toutes les formations ont été faites. Cette année, le recensement va se faire. L'autre chose que les banquiers nous ont dit et que nous sommes en train de faire aussi, c'est qu'ils ont dit le problème d'assurance. S'il y a un risque sur la production pour des causes climatiques ou pour toute autre chose, qu'est-ce que nous faisons? Donc ce que nous avons fait, c'était de contacter un certain nombre d'assureurs et de réassureurs, de les mettre en contact. Et vous avez vu, lors de ce SARA, nous avons signé pour une assurance agricole. Le dimanche, j'ai eu une réunion avec la maison de réassurance pour que très rapidement, cette année, nous puissions opérationnaliser la convention qui a été signée. Ça va permettre de sécuriser aussi nos financiers. Mais l'État est allé plus loin. L'État est en train de mettre en place, la convention est déjà signée d'ailleurs, un mécanisme qui permet de financer les petits exploitants agricoles, mais à partir des banques. Nous avons reçu un fonds qui va permettre effectivement d'avoir des banques partenaires. Ces banques partenaires, les fonds seront logés au niveau de ces banques partenaires. Nous allons renforcer leur capacité en matière d'analyse des crédits agricoles. Donc il y a une ligne spécifique dans le fonds pour ça. Et ensuite, nous allons mettre en relation les petits producteurs avec les grossistes, avec les transformateurs, pour sécuriser le fait que s'ils accèdent à ce fonds à travers une banque à un taux bien étudié, bien entendu, à la fin de la récolte, quelqu'un va payer sa production pour ne pas que sa production lui reste là et puis il ne pourra pas rembourser le crédit. Ce système est mis en place. Il a été signé déjà par le ministre de l'économie et des finances avec la KfW. Nous attendons bien entendu le consultant de la KfW à la fin de ce mois d'avril qui va nous permettre de mettre en place le mécanisme et en ce moment-là, nous allons rentrer en discussion avec les différents banquiers pour leur dire voilà le fonds, voilà comment il va fonctionner et voici comment nous voulons travailler sur le taux d'intérêt pour les producteurs. Donc l'État a véritablement pris ses responsabilités sur ce sujet de financement des exploitations agricoles et nous pensons que d'ici la fin de l'année, on pourra mettre concrètement quelque chose en place pour les soulager. Monsieur Bamba, la question est valable pour vous et pour Monsieur Sanogo. Dites-nous que vous n'êtes pas convaincu par ces deux explications, par l'explication de Monsieur Koulibaly et l'explication de Monsieur Diarra-Souba. Vous, exportateur, vous êtes maintenant à l'aise, votre problème est réglé, tout ce que vous avez entendu vous rassure. Je pense que si vous le dites oui, tout de suite, bon, pas de problème, on comprendra que vos problèmes sont résolus. Mais si ce n'est pas le cas, il faut le dire. Mais je pense que nous sommes rassurés dans la mesure que l'État
va adopter la loi d'orientation agricole qui va reconnaître le métier de producteur. Moi, par exemple, j'ai déjà fait la géolocalisation de tous mes producteurs et cela m'a permis déjà d'obtenir des financements au niveau international et au niveau local. Et là, vous parlez de l'Union des coopératives exportatrices de Côte d'Ivoire, nouvelle. Non, je parle de mon union. Votre union, c'est Ecokim. Voilà. Donc, je suis le directeur général. Nous avons déjà géolocalisé tous nos producteurs. Et cela nous a permis d'obtenir des financements au niveau local et au niveau international. Nous avons fait des reportings clairement, nous avons des bilans et nous avons du personnel qualifié. Donc je ne peux pas douter de la politique de l'État. Si la loi d'orientation agricole est adoptée, que notre métier est reconnu, le président de l'association professionnelle des banques dit que tout ça s'est mis en place, que la loi foncière est mise en place, alors les banques vont accompagner les coopératives. Moi, je ne peux qu'être rassuré et très heureux que d'ici 2000 ans, c'est d'attirer l'attention de tous la coopérative de Côte d'Ivoire, tous les producteurs de se mettre au travail, de s'organiser, dans la mesure que si la loi d'orientation agricole est adoptée, nous allons courir aux portes des banques et je pense que nous n'allons pas entendre notre son de cloche pour dire que non, on ne peut pas vous accompagner. En clair, M. Sanogo, vous avez entendu, et la balle est véritablement dans votre camp. C'est vous, vous et les exportateurs, c'est vous qui n'aviez pas encore fait votre part avant de vous adresser aux banques. Non, disons que, comme on a dit tout à l'heure, l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture familiale. Et je crois que c'est une option. Et on ne veut pas faire en sorte que ces producteurs-là soient des ouvriers sur leur propre terre. Ça, c'est clair. Alors, la problématique, c'est comment financer ces producteurs-là, ces petits producteurs-là, sans garantie. En fait, c'est ça la réalité. Puisqu'ils n'ont pas de garantie à offrir. C'est pour ça que nous, on travaille avec les banques pour voir un peu comment on peut utiliser certains instruments du marché, notamment le financement structuré, notamment le récépissé d'entreposage, notamment l'utilisation de bouts de physique. Donc, il y a des réflexions qui sont en cours vraiment pour permettre à ces produits producteurs d'avoir accès au financement sans pouvoir mettre des garanties en face. Et je pense que très rapidement, dans les études qui sont en cours, on va pouvoir utiliser certains instruments du marché et répondre à la problématique de financer l'agriculture familiale sans garantie. D'accord. Cet élément filmé que vous allez suivre a été fait en prélude au salon des équipements et des techniques de transformation de l'ANACAD. C'était en novembre 2014. Il pose la problématique de la transformation de ce produit qui occupe une place de choix dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous gardons donc à l'esprit toujours l'ensemble des produits, tous les produits en Côte d'Ivoire. Et à l'instar de l'ANACAD, ce sont tous les produits qui ont du mal à être transformés sur place, comme nous le dit Noël Nyagno. Le cajou, sa production est acquis en Côte d'Ivoire, 500 000 tonnes en 2013. Cette production fait de la Côte d'Ivoire le deuxième producteur mondial du cajou, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le niveau de transformation est marginal, à peine 10%. Les pouvoirs publics, après la réforme de la filière en passe d'être réussie, veulent améliorer sensiblement le niveau de transformation parce que pourvoyeuse d'emplois, singulièrement d'emplois féminins. En février dernier, c'était la réflexion. En novembre prochain, c'est-à-dire dans 5 mois, les fabricants d'équipements et de technologies de transformation de produits alimentaires vont exposer sur 3 jours, les 26, 27 et 28 novembre. Il s'agira, durant ces 3 jours, d'exposer aux investisseurs les gammes d'équipements et de technologies de la dernière génération pour la transformation du cajou. Ce sera au Palais des Sports de Treichville. Initiateur de ce rendez-vous d'importance stratégique pour l'avenir de la transformation du cajou, le Conseil du coton et de l'ANACAD. La structure née de la réforme des filières coton et ANACAD. La tutelle, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie. Une conjugaison de compétences, de savoir, d'expertise pour relever un défi, porter le taux de transformation à hauteur de 50% en 2015 et à 100% à l'horizon 2020. Monsieur Koulibaly, vous avez écouté, on met encore l'accent sur la transformation, on en parle parce que c'est très important. Vous avez évoqué beaucoup de nouvelles décisions, mais en même temps, on a l'impression que ce qui existe déjà a quelques problèmes. Par exemple, la Chambre d'agriculture. On ne sent pas véritablement la Chambre d'agriculture dans le combat, entre guillemets. Je pense que là... peut-être qu'on n'a pas la même information, certainement. D'accord, mais la bonne information. Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer que la Chambre d'agriculture travaille avec nous sur tous les sujets, notamment
il y a dans le programme national d'investissement agricole un programme spécifique sur le renforcement des capacités des acteurs. Il s'agit en réalité de faire quoi? D'organiser les producteurs jusqu'à la base, depuis la base jusqu'à la chambre d'agriculture. Et nous travaillons donc avec la chambre d'agriculture pour, bien entendu, mettre en œuvre tous les programmes qui permettent de les renforcer, leurs capacités, mais surtout de les faire passer à l'acte OHADA, bien entendu. Et ça, il y a un certain nombre d'activités que la chambre d'agriculture fait dans ce domaine. La chambre d'agriculture travaille également avec nous sur le recensement qui va être fait maintenant, parce que tout simplement, avec le recensement, nous allons pouvoir identifier ces producteurs et nous allons pouvoir effectivement faire l'organisation, la structuration des filières, comme je l'ai dit, depuis la base jusqu'à la chambre d'agriculture. Donc, ils sont partie prenante de ce système-là. Ça pourrait Donc, pas ce n'est être vraiment autrement. pas leur volonté que je mets en cause, parce que nous, on apprécie les choses de loin, mais j'entends souvent parler de la chambre de commerce tout le temps, mais la chambre d'agriculture, ils sont nombreux les Ivoiriens qui se posent la question de savoir qu'est-ce que ça fait, quelle est sa mission, est-ce que la chambre d'agriculture est là où il faut. Bah, si vous nous rassurez que... En fait, c'est deux choses très différentes. La chambre de commerce, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que dans la chambre de commerce, il y a quand même un certain niveau de structuration au niveau du commerce, qu'il n'est pas ce niveau de structuration-là qui se retrouve au niveau du secteur agricole. De telle sorte qu'ils sont plus actifs à des moments donnés pour des actions visibles, directes sur leurs différents membres. Mais aujourd'hui, il y a eu, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, la structuration au niveau du monde agricole n'est pas encore vraiment assise. De telle sorte que toutes les actions que la Chambre d'agriculture fait aujourd'hui, elles ne sont pas directement visibles sur les individus. C'est pour ça qu'on a l'impression que peut-être qu'ils sont en train de dormir, ce qui n'est pas le cas. ils sont en train de retravailler à cette structuration. Et pour le faire, vous ne pouvez pas déjà mettre les phares sur eux, parce que, vous savez, dans le secteur agricole, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas producteurs et qui sont des purs rentiers. Comment vous vous rassurez que quand vous mettez en place un groupement, vous ne trouverez pas, je veux dire, un fonctionnaire qui est assis à Abidjan et qui s'est dit que j'ai un lopin de terre quelque part qui cultive et qui, bien entendu, en réalité est un rentier. Donc, il y a un travail de fond à faire. Pour le faire, il faut le faire de façon méthodique, sans faire, je veux dire, trop de bruit autour, comme on le dit. Comme il faut le faire de façon méthodique. Je peux vous rassurer qu'il travaille. Monsieur Bamba, on a l'impression que l'interprofessionnel, c'est pas fort. Ça ne vous aide pas? Bon, je pense que... je me trompe? Non, je suis sûr que non. L'interprofessionnel n'a pas la force qu'il faut jusqu'à présent. Aujourd'hui, même au niveau du café cacao, il n'y a même pas encore d'interprofession. Ce n'est même pas encore mis en place. Et je pense que ça... J'interpelle aujourd'hui les leaders des coopératives. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore à ce stade? Tout ça, c'est une question de volonté politique. D'abord, il y avait un problème. Votre volonté, ce n'est plus la volonté de l'autorité cette fois. Oui. Mais pourquoi vous voulez que l'État règle tout pour vous? Faites votre part. Non, l'État n'a pas tout réglé pour nous. Nous sommes en train de nous organiser. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des organisations professionnelles agricoles. Effectivement, si l'identification n'est pas terminée, aujourd'hui, par exemple, le nombre de coopératives est bien connu. Donc, sur la base de coopératives bien connues, je pense que nous pouvons nous organiser pour aller à la création de notre interprofession. Je pense qu'il y a 4 interprofessions qui sont mises en place maintenant. Et au niveau du secteur café-cacao, elles n'existent pas encore, c'est vrai, mais vous comprenez avec moi que les coopératives même ne fonctionnent pas à 100% pour le moment. Elles sont en train de s'organiser, de se structurer. Et si elles n'ont pas les moyens financiers... Est-ce que ce n'est pas surprenant quand même? Non? Alors, ou bien vous trouvez cela normal? Je pense qu'il est... des détails pertinents peuvent nous échapper. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les engagements, l'adoption de la loi d'orientation agricole, avec les engagements des banques qui veulent accompagner désormais les coopératives, je pense que nous allons rapidement nous mettre au travail, nous organiser en interprofession pour aller prendre notre place dans la Chambre nationale d'agriculture. Parce que si nous ne sommes pas dans la Chambre nationale d'agriculture, évidemment, aujourd'hui, elle est en pleine restructuration. Si toutes les interprofessions sont mises en place, les producteurs vont s'approprier la machine, la Chambre nationale d'agriculture, afin de mieux défendre leurs intérêts et de poser leurs problèmes. Donc aujourd'hui, il y a eu déjà une réunion qui a eu lieu tout dernièrement à Bassam, où il y a un comité exécutif, un bureau provisoire qui a été mis en place pour travailler sur la question de la mise en place de l'interprofession. Nous allons nous mettre en relation avec le ministère de l'Agriculture afin
d'avancer sur notre organisation et la création de cette interprofession de producteurs de café cacao. Monsieur Sanogo, vous avez dit tout à l'heure que l'agriculture, ce sont des entreprises de taille familiale, c'est cela? Si j'ai bien compris. Alors, dans ce Sahara, on parle d'investir dans les plus pauvres et dans l'agriculture familiale. Et comment est-ce que cela s'explique? Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien le concept. Investir dans les plus pauvres et dans l'agriculture familiale. Comme il a été dit tout à l'heure, la taille moyenne des exploitations agricoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est entre 3 à 4 hectares. 3 à 4 hectares, et très souvent c'est fait par les familles elles-mêmes. C'est pour ça qu'on parle d'agriculture familiale. Et si vous prenez le cas, par exemple, du nord de la Côte d'Ivoire, vous avez par exemple plusieurs spéculations qui cohabitent dans cette agriculture-là. Et c'est pour ça que nous, on estime que pour assurer la durabilité de l'agriculture, il faut pouvoir permettre à cette agriculture familiale d'être financée et d'être performante. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on parle d'investir dans l'agriculture familiale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir les grosses plantations industrielles sans que qui peut constituer une menace pour l'agriculture familiale. Il faut plutôt avoir une approche où ces deux systèmes soient complémentaires et que l'un puisse appuyer l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'investir, parce que c'est là qu'il y a le plus, les plus pauvres, entre guillemets, c'est ceux qui ont besoin de plus d'appui et de plus de structuration, donc de financement, de renforcement des capacités pour leur permettre d'améliorer leur productivité et pour leur permettre de faire de la commercialisation. Ça permet de résoudre deux problèmes, donc de lutter contre le chômage, et de créer de la valeur ajoutée et d'améliorer le cadre de vie en milieu rural. Monsieur Diarra-Souba, quelle est la structure que vous financez plus facilement? Est-ce que c'est une structure familiale bien connue, bien rodée, donc on connaît les contours, ou bien c'est une structure plus grande, une personne morale plus forte? Aujourd'hui, en fait, les financements sont majoritairement adressés aux personnes morales, en fait. Aux entreprises qui sont dans le secteur de l'agro-industrie, comme j'ai dit, dans le secteur que j'ai eu à préciter. Mais par rapport au changement qui est en train de se faire, nous serons disposés, en fait, à accompagner les exploitants agricoles, les exploitants individuels qui seront reconnus par la loi. Parce que notre accompagnement, en fait, va consister, c'est vrai, à les aider à agrandir les parcelles qu'ils ont, mais également à aider à mécaniser l'agriculture par une mutualisation des moyens qui sont mis à la disposition des exploitants. Et pour ce faire, vous savez, il y a un outil puissant qui peut aider à équiper en fait ces exploitants agricoles là par une mutualisation des moyens, qui est le leasing, qui est le crédit bail. Voilà, le crédit bail, ça consiste à quoi? Vous savez, un établissement financier qui a cette capacité là de mettre en fait des engins à la disposition de plusieurs coopératives. Mais les engins, en fait, demeurent la propriété du crédit bailleur, c'est-à-dire de l'établissement financier ou de la banque. Et ces coopératives-là peuvent mettre un mécanisme en place pour utiliser ensemble, en fait, ces moyens, ces engins, en fait, afin de leur permettre, en fait, de pouvoir être plus efficaces dans l'exploitation de leurs différentes parcelles. Voilà, donc c'est un outil qui peut constituer un levier important, mais il est important que, également, pour qu'on puisse vulgariser ce produit qui est le leasing, que le cadre réglementaire lié à ce produit-là également soit révisité, que la fiscalité qui est liée également à ce produit soit révisitée. Ce produit est important, c'est vrai, pour le monde agricole, pour les PME agricoles, mais pour les PME, PMI en général, parce que ça permet de faciliter, en fait, que ces PME-là puissent avoir des moyens de s'équiper, d'avoir les outils de production qu'il faut pour pouvoir assurer, en fait, l'exécution des différents marchés ou de leurs différentes exploitations. Donc, je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours au niveau de nos autorités, mais il est bon qu'on puisse peut-être avancer un peu plus rapidement là-dessus. Ça permettra aux PME d'avoir désormais cette capacité-là
sans donner d'autres garanties, de pouvoir offrir ces biens-là en garantie, d'accord, pour que en fait, les financements se fassent de façon plus durable, en fait. Parce que tout ce qui est du court terme a tendance à se renouveler chaque année. Mais lorsqu'on est équipé, qu'on a des outils de production, on a une visibilité en fait sur le moyen et long terme et on fait de son activité un vrai métier. Je pense que c'est vraiment important et ça m'amène en fait à parler en fait de la qualité en fait de nos interlocuteurs. Il est bon qu'en tirant les leçons du passé, que les coopératives qui sont en train de se mettre en place ou bien qui sont en train de revoir les tests par rapport à la nouvelle loi coopérative de l'OHADA puissent être des vraies coopératives. Des vraies coopératives, vous avez dit. Des vraies coopératives. Et que les acteurs de ces coopératives-là soient des personnes qui ont une visibilité sur leur activité et qui croient à ce qu'ils font. Et lorsqu'ils viennent solliciter des facilités auprès des banques, et il faudrait qu'ils soient à même de nous proposer un vrai business plan et que le remboursement se fasse en conséquence. Et quand même l'État, à travers ces structures, met des facilités en place pour les soutenir à travers des garanties et autres, il est bon que ces garanties-là ne constituent pas pour ces coopératives-là un moyen en fait de ne pas rembourser en fait les établissements de crédit. Nous avons des cas que nous n'allons pas citer, mais par le passé... Non, ça nous intéresserait de savoir. Non, mais il y a beaucoup de structures qui sont dissoutes aujourd'hui. Hein. Le plus récent, on parle du Fonds des garanties des coopératives Café Cacao. Voilà, c'est une structure qui avait vocation de soutenir les coopératives pour qu'elles puissent avoir les moyens de pouvoir prospérer dans le domaine du café cacao. Mais étant donné que les crédits qui ont été octroyés par les banques sur la base des garanties qui ont été octroyées par ce fonds-là, aux différentes coopératives, les crédits n'ont pas été remboursés. Et les banques ont été donc amenées à appeler ces garanties, à faire les mises en jeu pour qu'elles puissent, comme on appelle, couvrir leurs différentes créances en fait. Nous avons plusieurs cas comme ça. Donc il est bon que cette loi-là permet vraiment d'extirper du monde agricole toutes ces personnes qui viennent pour qu'il y ait une visibilité à très court terme, d'accord, dont ce n'est pas le métier, voilà, qui puissent évoluer en dehors de ce monde agricole-là, parce que nos braves paysans ont besoin, je le pense, de plus de considération et ils doivent pouvoir bénéficier en fait de tout ce qui est mécanisme financier innovant afin de les aider en fait à grandir en fait leurs différentes parcelles et à avoir les moyens pour mécaniser en fait les différentes exploitations. Effectivement, M. Sanogo, vous l'avez constaté, en 5 ans, 60% d'entreprises créées ont disparu complètement. 60% d'entreprises en 5 ans, des entreprises créées par... Ce sont des chiffres trop forts. Et lorsqu'il parle de structures sérieuses, il y a beaucoup à faire. 60% d'entreprises, dans quel secteur d'activité? Des secteurs, surtout le café, cacao. Ah voilà. Bon, oui, café, absolument. Ah non, on voudrait parler de tout avec vous, pas seulement ce qui vous concerne, en ce qui concerne le coton et l'anacarde. Oui, en fait, les entreprises qui ont disparu, comme vous avez dit, c'est surtout dans le café cacao. Mais je pense que c'est la mauvaise foi, comme a dit tout à l'heure le président, puisqu'il y avait des financements, des fonds, des garanties qui étaient en face. Et je pense qu'il n'y a pas eu de suivi sur le terrain. Donc, ils n'ont pas remboursé les prêts. C'était vraiment de la facilité. Je crois que c'est ce qui a fait que ces entreprises ont disparu et que les banques se sont rétractées à financer les autres filières agricoles. C'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de financement structuré. Je reviens dessus parce qu'il faut aider ces banques-là à s'assurer que les activités qui se font sur le terrain se font selon les dispositions qui ont été prises. Et très souvent, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle dans le jargon le support crédit, qui s'assure d'abord, qui fait des due diligence sur ces acteurs-là qui vont recevoir le financement et qui rend compte tous les jours à la banque sur l'évolution de ces activités. Ça permet vraiment de structurer les financements et de permettre aux autres filières ou bien aux autres acteurs qui viennent de bénéficier des financements. Mais tant qu'il n'y a pas de structuration de ces financements, très souvent c'est la surprise parce qu'au dernier moment on se rend compte que les choses ne se passent pas
comme prévu. Mais je pense que, comme il a dit, il faut tirer les leçons du passé et faire en sorte que... On a accueilli sur ce plateau de façon discrète M. Aboulaye Berté. Vous êtes secrétaire exécutif de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière palmier à huile. Bien ça. On va profiter aussi de votre expérience. Apparemment, tout va bien dans ce secteur-là. Tout va pour le mieux. Je ne sais pas s'il faut dire tout va bien, mais j'étais à côté, j'ai écouté un peu l'intervention des uns et des autres sur les autres filières. En tout cas, vous êtes mieux lotis. Je dirais que, bon, peut-être pas mieux lotis, mais enfin, on essaie de se défendre comme on peut. Alors, quelle est votre la force, filière? oui. Voilà. Alors, il faut rappeler les défis, n'est-ce pas, que veut relever la filière palmier à huile. Vous savez, nous sommes un peu chanceux dans la mesure où nous avons un marché qui existe et qui est à prendre. Dans la sous-région, le déficit en huile oléagineuse, surtout l'huile de palme, c'est estimé à peu près à 1 800 000 tonnes dans l'espace CEDEAO. 1 800 000 tonnes Voilà. dans Dans l'espace CEDEAO. Et dans cet espace, le Nigeria, qui est le premier producteur africain, vous connaissez la population du Nigeria, est très loin de pouvoir satisfaire ses besoins, sans compter les autres pays. Et donc le pays le mieux placé pour relever ce défi, c'est la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que nous avons comme recul, parce que nous avons commencé cette culture depuis les années 60, et aujourd'hui nous avons un verger vraiment imposant. Nous avons environ 165 000 hectares de plantations gérées par les petits planteurs. Malheureusement, qui ne donnent que 1 million de tonnes avec un rendement de 6-7 tonnes. Donc nous avons 1 million de tonnes à partir de 165 000 hectares. Alors que leur contrepartie, les plantations industrielles, qui ont environ 75 000 hectares, produisent 800 000 tonnes. Ça veut dire que le rendement au niveau des petits planteurs est très faible. À côté d'un potentiel qui peut aller jusqu'à 25 tonnes, ils n'en font que 5-6 tonnes. Donc la stratégie est toute trouvée. Il s'agit tout simplement de multiplier cette productivité par 2 ou 3 pour pouvoir doubler ou tripler notre production nationale, pour pouvoir conquérir plus de parts de marché sur l'espace CEDEAO. Donc c'est là que se situe toute notre stratégie de développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces petits planteurs-là... Alors, que faut-il faire? Justement, pour qu'ils puissent passer de 6 tonnes à 10, 15 tonnes. Il faut les aider. Il faut faire en sorte qu'ils puissent acquérir donc les intrants, tous les intrants, depuis le matériel végétal performant, qui est disponible, qui existe, grâce au CNRA qui a fait des études formidables pour nous mettre à disposition ces plants. Faire en sorte que le planteur puisse accéder facilement à ce matériel végétal, et puis qu'il puisse suivre de façon rigoureuse l'itinéraire technique avec les bonnes pratiques qui lui permettent donc de tirer le maximum du potentiel qu'on lui donne. Alors, comment faire pour que ces différentes étapes de l'itinéraire technique soient observées pour le plus grand bonheur des planteurs? Mais déjà, vous dites faire en sorte que le planteur puisse... Qui doit faire en sorte? Oui, justement, c'est l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. C'est l'interprofession que nous mettons en place. Et je profite de l'occasion pour signaler, puisque tout le monde m'écoute, pour dire que nous aussi, nous avons été reconnus récemment comme interprofession. C'est une qualité très importante. Nous avons été précédés par Intercoton. Et nous sommes la deuxième filière qui est reconnue, qui a sa qualité d'interprofession agricole bien reconnue. Et c'est vraiment essentiel parce que ça confère, n'est-ce pas, des moyens qu'on n'avait pas par le passé. Donc, au niveau institutionnel, aujourd'hui, nous sommes plus renforcés. Et il nous appartient maintenant de faire en sorte, on a beaucoup parlé des coopératives, de leur structuration, de leur fonctionnement, on dénonce beaucoup de choses sur les coopératives, mais il faut se rappeler qu'on vient de loin. Nous étions d'abord dans les GVC, les groupements à vocation coopérative, on a vu ce que ça a donné, et ensuite les coopératives. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape. Ce sont les sociétés coopératives que nous avons mis en place, qui sont pratiquement des entreprises qui doivent pouvoir fonctionner de manière orthodoxe pour faire, disons, pour essayer, n'est-ce pas, de rassurer nos banquiers, de rassurer nos partenaires au développement. Parce que tout est là. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de faire un prêt à un planteur que de faire un prêt à une personne morale ou en tout cas à une organisation où auquel le planteur s'identifie. Donc, au niveau de la filière palmier, nous nous sommes dit, il faut que le planteur lui-même d'abord s'identifie à sa coopérative. Ça veut dire quoi? Si vous touchez un planteur pour quoi que ce soit une machette, l'engrais, n'importe quoi, qui dise « Ah, est-ce que vous avez vu ma coopérative ?» Ce réflexe-là, il est essentiel. Parce que ça voudra dire qu'il reconnaît les services que sa coopérative lui rend. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de couverture des risques. Ensuite, ces coopératives, au niveau de la filière palmier, ont fédéré. Ils ont mis en place une fêtière.
Et cette fêtière peut être aussi considérée comme un autre niveau de couverture de risque. Et cette fêtière est membre donc de l'interprofession. C'est même le premier collège opérationnel. Donc c'est autant de niveaux, n'est-ce pas, de sécurisation des risques qui peuvent aider à rassurer, n'est-ce pas, nos financiers et nos bailleurs de fonds. Sinon, c'est là ce qu'ils ont annoncé. C'est une bonne recette ce que vous dites, mais comment est-ce que vous réussissez avec le palmier, avec l'anacarde, avec le coton, et on ne réussit pas cela avec le cacao? Bon, d'abord, il faut... Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, mettons que la différence, moi je me dis qu'au niveau de la filière palmier, c'est d'abord en interne que nous avons cherché des solutions. Quand, par exemple, nous avons vu que les planteurs veulent des plants sélectionnés et qu'ils avaient des difficultés pour y accéder, on a réfléchi en interne, on dit, écoutez, il faut qu'on mette en place des dispositifs qui permettent de subventionner le prix de ces plants-là aux planteurs. Et donc, ce sont des contributions que tous les acteurs donc, apportent pour que le prix d'achat du plant, par exemple, soit amoindri. Et ça, c'est en interne. Ensuite, les fertilisants. Il faut réfléchir à un mécanisme qui permette de mettre en place un financement pérenne, parce que le problème de l'engrais, c'est ça, il ne faut pas le mettre cette année, l'année prochaine, ne pas le mettre. Non, il faut le mettre de façon continue. Et le planteur n'est pas toujours disponible, enfin, il n'a pas toujours les moyens, ou bien il n'a pas la perception qu'ils doivent toujours faire comme ça. Et ça, si c'est pris en compte par son organisation professionnelle, par sa fêtière, qui l'aide justement à gérer, même si c'est lui qui paye en définitive, je crois que quelque part, ça peut faciliter la tâche. Voilà. Alors, oui, M. Koulibaly. Je suis heureux qu'il soit là. Ce qu'il a dit est tout à fait... Il y a une réussite avec ceux qui travaillent dans le palmier. Ce qui est dit est tout à fait exact, mais il faut reconnaître qu'avec, je vais dire, tous les systèmes de palmindustrie qui existaient avant, il y avait quand même une forme d'organisation qui était quand même assez forte dans cette filière. Mais je voudrais dire que du fait qu'il soit organisé, l'État a quand même mis à les appuis, les accompagne avec, je veux dire, des fonds à travers un projet et qui va permettre effectivement, comme il l'a dit, à leurs différents producteurs, à travers leurs coopératives, de pouvoir avoir accès à des financements directement. Et comme ils sont organisés bien, c'est eux-mêmes qui gèrent ce financement. Et c'est à cela que l'État doit pouvoir arriver, veut pouvoir arriver à un moment donné, avoir des partenaires crédibles auxquels il peut effectivement céder une partie des financements que ces filières-là peuvent gérer elles-mêmes. Il a dit, effectivement, ce niveau de maturité de nos organisations agricoles est absolument importante. Et l'exemple qu'il a pris sur le crédit bail, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Au niveau du Sahara, quand vous allez le voir, nous avons invité les fournisseurs d'équipements agricoles à venir les exposer. Il y aura d'ailleurs un concours qui va se faire, je crois, demain ou après-demain, qui va nous permettre de voir quels sont les meilleurs dans ce domaine. Et après, nous avons déjà lancé un avis à manifestation d'intérêt à leur endroit qui va nous permettre de pouvoir sélectionner un bon nombre d'entre eux et de mettre en place ce système de crédit bail avec, bien entendu, les banques. On est très avancé là-dessus, mais on veut aller vite. C'est pour ça qu'on les a invités au Sahara pour que, juste après le Sahara, nous puissions vraiment travailler avec l'ensemble des banques pour mettre en place ces systèmes-là. Mais oui, il faut que nos producteurs soient organisés et qu'en ce moment-là, ils soient des interlocuteurs crédibles. À ce niveau aussi, l'État, qu'est-ce que l'État a fait? Nous avons, dans tous les projets aujourd'hui au niveau du secteur agricole, nous avons toujours un volet qui s'appelle professionnalisation des organisations professionnelles agricoles. Et ce volet-là prend les groupements informels, leur permet, les appuie à devenir des groupements formels et à se conformer à l'acte OHADA. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire, en tout cas dans, j'allais dire, les 2 tiers du pays, parce qu'on a un projet qui couvre les 2 tiers du pays et qui a déjà commencé à faire ça. Tous les autres projets, nous leur avons demandé de faire la même chose et ils ont commencé donc à identifier les différents groupements informels qu'ils vont essayer d'appuyer également pour devenir des groupements formels. Une fois que cela est fait, c'est des interlocuteurs crédibles vis-à-vis de l'État, mais c'est également des interlocuteurs crédibles auprès des banques, mais aussi auprès des partenaires techniques et financiers et même des hommes d'affaires avec lesquels directement ces coopératives-là peuvent être en relation d'affaires. D'ailleurs, lors du Sahara, ce que nous avons fait, c'était de les inviter, de faire venir aussi un certain nombre d'hommes d'affaires étrangers
Et nous avons organisé pour eux des B2B, donc des séances de travail au cours desquelles ils se rencontrent avec ces hommes d'affaires pour voir comment ils peuvent établir des relations de partenariat, des relations d'affaires. Mais l'exigence que nous leur disons, c'est qu'après ça, il faut que nous soyons rassurés que vous avez déjà entamé l'acte de régularisation au niveau de l'OHADA. Voilà. Et en ce moment, ça peut marcher. Sinon, ça va être compliqué de donner des garanties à des gens qui sont des rentiers et qui, 1 an après, 2 ans après, disparaissent, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas du secteur agricole, c'est des rentiers. Ils vivent sur le dos des producteurs. Et ça, ce n'est plus acceptable au moment où nous avons organisé le secteur agricole à travers un programme cohérent qui est le programme national d'investissement agricole. Ce n'est plus acceptable au moment où, aujourd'hui, la croissance dans le secteur agricole, elle est structurelle. Ce n'est plus une croissance où on partait prendre un bout de projet, on colmate quelque part, quelqu'un dit je n'ai pas une machine, on court, on va lui donner une machine, quelqu'un dit ma machine est cassée, on va remplacer sa machine, ce n'est plus ça. C'est vraiment des programmes cohérents que nous avons mis en place et ce qui a à moins la croissance, et cette croissance-là, je le répète, elle est structurelle. Justement, c'est à cela que nous allons faire allusion tout à l'heure. Pour une rentabilité plus accrue de l'agriculture ivoirienne, un souci de modernisation s'impose forcément. Pour les petits producteurs qui ont fait de l'agriculture leur métier, le SARA vient à point nommé pour les aider à sortir de l'informel. Ernest Danko, à peine sorti de l'adolescence, a trouvé sa voie. Depuis 2 ans, il s'est investi dans le vivrier. C'est à la périphérie de Dabou qu'il a installé sa ferme de culture maraîchère d'environ 1 hectare. Une activité qui nourrit son homme, selon le jeune homme, malgré les difficultés qu'elle renferme. Le maraîcher est vraiment plus rentable par rapport aux activités que j'avais dans le temps passé. On peut faire en moyenne 15 et en maximum 20 à 22 sacs de 50 kilos. Voilà, ce qui arrive à approvisionner le marché de Dabou en aubergine et souvent même nous envoyons aussi sur Abidjan. Si Ernest Danko peut se targuer d'approvisionner le marché de Dabou et d'Abidjan, Soro Sanga et Dion Simon, tous deux riziculteurs, produisent pour nourrir les familles et subvenir à leurs besoins. Ça me permet déjà de nourrir ma famille et de subvenir déjà à mes petits besoins. Je pense que déjà ça, c'est déjà le minimum. Ça arrive tout justement à ce que j'ai donné manger à mes enfants, puisqu'il n'y a pas les matériels pour travailler. On se débrouille avec la machette, avec la daba. Donc on n'arrive pas à faire le grand champ pour dire qu'on va prendre aussi pour vendre. Qu'ils produisent pour leur propre consommation ou pour approvisionner les marchés du vivrier, ces petits agriculteurs vivent les mêmes difficultés. Ils sont encore à l'ère de la machette et de la daba. C'est vraiment un gros problème pour nous. Nous avons besoin de systèmes d'irrigation, ce qui est vraiment difficile pour avoir à cause des moyens. Avec la mer, ça nous fatigue. Moi, par exemple, cette année, mon mari n'était pas là. Il vient d'arriver. Tout le coin que vous voyez là, c'est moi j'ai pris la machette pour faire avec la daba. Donc quand c'est comme ça, ça fatigue. Pour ces petits producteurs, le salut ne peut venir que de l'État et des pouvoirs publics. C'est pourquoi ils placent un grand espoir dans la tenue du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. On attend que les gens vraiment pensent à nous, qu'ils n'organisent pas seulement des grands trucs comme ça pour ceux qui ont les moyens et être seulement là-bas à Abidjan, qui pensent à nous qui sommes sur le terrain. Nous, on veut vraiment qu'on ait les machines pour pouvoir vraiment rendre le Sahara plus grand. Outre le déficit de moyens, de formation et d'encadrement, les petits producteurs doivent faire face aujourd'hui à la rareté des terres cultivables. Autant de difficultés pour lesquelles ils espèrent voir des solutions surgir au thème du Sahara. Monsieur Koulibaly, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez entendu l'appel de ces petits producteurs, mais on a l'impression quand même qu'on privilégie la production de rente. Non, là vraiment, ce n'est pas le cas. Lorsque nous avons, je crois que le ministre en a parlé d'ailleurs lors de sa communication le jeudi, le 2, lorsque nous avons commencé à préparer le programme national d'investissement agricole, on a voulu regarder quelles étaient les spéculations qui étaient les plus porteuses en termes de croissance, mais également en termes de réduction de la pauvreté. C'est un élément essentiel. Donc pour cela, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était les productions vivrières. Et donc, après avoir noté cela, ce que nous avons fait, c'était de commencer déjà à redonner les moyens de production. Et je suis heureux que cet élément-là soit passé. Dès qu'on a commencé le programme, je veux dire dans 2010-2011, vous savez qu'il y a beaucoup de ces paysans qui n'avaient pas du tout les semences.
ils avaient perdu leurs moyens de production, ils n'avaient absolument rien. Donc ce que nous avons fait dans un premier temps, c'était de leur redonner ces moyens de travail. Donc l'État y a investi énormément d'argent, soit de façon directe par l'État, le budget de l'État lui-même, ou bien en passant par les projets qui ont été financés par les partenaires techniques et financiers. C'est ce qui a permis à tous ces producteurs-là qui avaient abandonné leurs champs de reprendre leur production agricole. Et nous avons mis un accent particulier sur, bien entendu, les cultures vivrières. C'est pour ça que vous avez vu qu'en 2012 et en 2013 et en 2014, la production vivrière a fortement augmenté comparativement à la production de rente. Nous sommes à 28% de croissance au niveau de la production vivrière. Oui, entre 2012 et 2014, 28%, alors qu'au niveau de la production des produits de rente, c'est 14% de croissance. Il y a vraiment eu des efforts énormes qui ont été faits pour redonner vie à la production vivrière. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est que tout ça, il faut rendre ça durable. Maintenant qu'on les a intéressés pour revenir à l'agriculture, pour devenir des producteurs vraiment, il faut qu'ils soient sédentarisés sur leur production et que ce soit continuel, que le système ne se casse pas 1 an, 2 ans après. Et c'est pour ça que sur la question effectivement des équipements dont il parle, la solution vraiment, effectivement, c'est vraiment de pouvoir faire le crédit bail. Mais si vous faites le crédit bail avec un individu qui a 0,25 hectares, est-ce que vous lui rendez un service? Pas nécessairement. Parce que de toutes les façons, d'abord le dimensionnement se passe là, ensuite la façon dont il va rembourser son 0,25 hectares n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'il faut qu'il se regroupe. Il faut absolument que les producteurs prennent conscience que les mettre ensemble en groupement agricole est absolument important. En ce moment-là, non si dans une machine qu'ils ont payée, il a dit, ils peuvent la mutualiser tout de suite. Et la machine, et nous avons déjà essayé ça, nous sommes en train de faire ça sur le terrain. Nous avons acquis un certain nombre de tracteurs que nous avons mis dans des zones bien précises et ces tracteurs sont gérés directement par les producteurs qui sont organisés. Et le tracteur est utilisé, si je suis dans le groupement, quand il vient chez moi, je paye le service du tracteur, quand bien même c'est le tracteur du groupement. Et ça permet effectivement de pouvoir constituer un amortissement pour ce tracteur, pouvoir remplacer les pièces détachées, etc., etc. Mais c'est un système qui peut fonctionner si on les met ensemble. Mais individuellement, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que nos amis sont sur le terrain en train de sensibiliser les producteurs maintenant pour qu'ils puissent se mettre en groupement. La question que je vais poser est valable pour tout le monde, mais je voudrais commencer par M. Sanogo, même si ce n'est pas sur votre domaine de prédilection. Pourquoi vendre sur le marché international est un obstacle pour les pays africains? Je regarde par exemple ce que la Malaisie fait avec le palmier. La Malaisie fait tout avec le palmier pratiquement. Et la Malaisie vend. Et quel est le problème des Africains de façon générale? Pour vendre sur le marché international? Oui. Disons que... La Malaisie fait tout avec son palmier. La Malaisie le réussit bien. Tout à fait. Mais pourquoi les autres Africains réussissent moins avec leurs produits? Mais pourquoi on n'arrive pas à transformer autant qu'eux? Par exemple, si vous pensez que c'est vraiment cela. Oui, ça, j'avoue que vous avez plus ou moins raison, parce que quand je prends par exemple le cas de la filière palmier à huile, c'est l'une des filières où la transformation est le plus aboutie relativement parlant, en Côte d'Ivoire ici. Mais quand vous le comparez à ce qui se passe en Asie justement, mais ils en sont peut-être à plus d'une centaine de sous-produits. Nous ici, on fait l'huile raffinée, on fait les margarines, on fait c'est tout. Alors que là-bas, même l'encre des grands tirages de journaux est à base d'huile de palme. Donc il y a eu cette volonté de faire la promotion vraiment à outrance de tout ce qui est produit du palmier. Vous arrivez en Malaisie, c'est tout de suite, c'est visible. Bon, peut-être qu'il n'est pas encore tard, hein, on a mis du temps. Mais il n'est pas encore tard. C'est votre avis, M. Sanogo? Voilà, on va s'y mettre. Oui, je pense que ça dépend. Il y a des produits aujourd'hui où il est nécessaire pour tirer le meilleur profit de vendre sur le marché international, parce que c'est là qu'il y a le plus de pouvoir d'achat. C'est le cas par exemple de l'anacarde. On dit même que c'est produit par les pauvres et c'est consommé par les riches. Parce que le pouvoir d'achat en Europe, ce n'est pas le même pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Maintenant, les autres produits dérivés, c'est une question de marché. La Côte d'Ivoire, le nombre d'habitants n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir trouver un modèle économique qui peut être vraiment d'exploiter certains sous-produits.
C'est même le cas de l'anacarde, par exemple. Vous avez la noix, vous avez l'amande, mais vous avez la baume de cajou. Mais quand les quantités ne sont pas importantes, on ne peut pas commercialiser cette baume de cajou. Donc pour moi, c'est une taille. C'est une question de taille du marché et une question aussi de pouvoir d'achat de l'acheteur final. Voilà. Oui, vous voulez intervenir avant que M. Diarra-Souba? Voilà, je voudrais profiter de cette occasion pour parler un peu de l'image de l'huile de palme, justement. L'image de l'huile de palme en Côte d'Ivoire, enfin, de façon générale, vous le savez tous sur les antennes et tout, et même chez nous ici en Côte d'Ivoire, vous allez dans les grands supermarchés, sur les rayons, vous voyez plein de produits estampillés sans huile de palme, sans huile de palme. Alors, nous pensons que vraiment c'est un dénigrement qui est tout à fait injuste. C'est tout à fait injuste dans la mesure où je peux comprendre qu'on puisse attaquer la méthode par laquelle on produit l'huile de palme. Mais dire que l'huile de palme de façon systématique est mauvaise pour l'environnement et mauvaise pour la santé, elle ne l'est pas plus que les autres huiles. C'est ce qui a été dit? Oui, mais si vous allez dans les supermarchés, vous voyez sur comment on appelle, des biscuits ou machin, que c'est marqué sans huile de palme. Oui, c'est pour nous dire la composition du produit. On peut nous dire sans alcool, par exemple. Ah, non, voilà, sans sel. C'est qu'il y a d'autres huiles dedans. Il y a d'autres huiles dedans. Voilà. Sur ce point, il y a quand même un audit, effectivement. C'est comme si l'huile de palme contenait certains produits un peu nocifs à la santé de l'être humain, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est un combat qui a été posé à un moment donné parce qu'il y avait des huiles de substitution déjà à l'huile de palme qui avaient été mises effectivement sur le marché. Et cette campagne vraiment ne doit pas passer. D'accord, elle ne passera pas. Oui, M. Diarra-Souba. D'autant plus que nous je pense que c'est un point qui a fait la une des journaux à un moment donné. Je veux dire, notamment venant des pays du Nord, voilà, par rapport à l'huile de palme. Mais je pense qu'en son temps, les plus hautes autorités, même les opérateurs de la filière ont pu également communiquer. En tout cas, la Côte d'Ivoire à l'époque a défendu son huile. Parce que par rapport à la qualité de l'huile de palme. Donc, je pense que peut-être que les professionnels sont là. Il faut rassurer les populations concernant en fait les qualités de l'huile de palme qui ne nuisent pas à la santé. Voilà, tout compte fait, bon, nous en consommons tous, voilà, donc par rapport à notre pays. Maintenant, par rapport à la problématique liée à la transformation et aux produits dérivés, je pense que bon, c'est un peu lié en fait à la capacité, c'est vrai, de nos pays souvent à innover, à investir peut-être des fonds importants dans tout ce qui concerne le processus de recherche et de développement, voilà, pour trouver tous les produits dérivés, tous les substituts. Et après, on est confronté à la réalité du marché et du pouvoir d'achat. Voilà, donc quand vous regardez un peu, lorsqu'on fait les projections, notamment en termes de consommation de chocolat, on regarde les pays dont les économies ont atteint un certain niveau, les pays où nous avons une émergence d'une nouvelle classe moyenne. On constate que les pays asiatiques consomment de plus en plus, notamment au niveau de la Chine, du chocolat, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'anticiper nos prévisions. Voilà. Donc, je pense que c'est une question de marché. Mais le plus important, c'est de pouvoir, en fait, vendre le produit lorsqu'il a de la valeur ajoutée. Raison pour laquelle le processus de transformation, sinon de semi-transformation, est déjà encouragé pour qu'on puisse y créer de la valeur. Maintenant, il faut que le produit aille où se trouve vraiment son marché. Et on espère que dans nos pays africains, voilà, on aura cette classe moyenne-là qui va également émerger, que les populations pourront en majorité avoir la bourse qu'il faut. Mais pendant que vous le dites, on a l'impression que c'est un problème culturel parce que nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est nous-mêmes notre problème. Monsieur Sanogo, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la réalité. On consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Non, ce que je veux mais dire, oui, mais ce n'est pas nous qui consommons le chocolat, voilà, par exemple. Non, c'est le village planétaire. Je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, il y a des produits que nous consommons qui viennent d'ailleurs et il y a des produits que nous produisons qui sont consommés ailleurs. C'est normal, ça fait partie du cycle. Mais exagérément, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Non, je pense qu'il faut partir également du passé. Je veux dire, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc même s'il y a un processus de changement, on ne va pas le changer, je veux dire totalement. Je veux dire peut-être qu'il y a 50 ans, toute notre production de cacao était exportée à l'état brut.
Aujourd'hui, nous arrivons à transformer au moins le tiers, je veux dire, au niveau de nos différents pays. Donc, et les habitudes de consommation se sont faites en conséquence. Mais de plus en plus, je veux dire, comme on le dit, en fait, les habitudes alimentaires commencent à se rejoindre, les pratiques sont en train de devenir les mêmes, comme mon collègue l'a indiqué, on est dans un village planétaire. Donc, voilà, consommer du chocolat est aussi fait en Côte d'Ivoire qu'ailleurs. On vient de finir le week-end pascal. Hein. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont eu à consommer du chocolat ici et là pendant vous savez, M. Sanogo, il ne va pas échapper, M. Diarra-Souba. Et lorsqu'on parle du financement, c'est vraiment infime. Hein. On peut donner un chiffre? Vous financez le secteur agricole à quel pourcentage? Non, comme je l'ai indiqué, au niveau du financement en amont, la contribution du secteur bancaire ne dépasse pas les 5%. Mais nous sommes présents dans toute la chaîne de commercialisation et de transformation. Vous savez, lorsque l'État dit « j'ai distribué en 2013 1900 milliards », mais ces 1900 milliards sont passés par les banques. Même si on trouve que c'est dommage que ces fonds ne reviennent pas dans les circuits, parce que les destinataires finaux, en fait, ne sont pas dans les circuits bancaires. Donc, nous permettons déjà, via nos réseaux d'agences, à payer, en fait, tous les planteurs ici et là, sur tout le territoire ivoirien. Je pense que c'est un point important qu'il faut noter. Deuxièmement, toutes les coopératives, les sociétés exportatrices, que ce soit des sociétés nationales ou des sociétés des multinationales, nous les accompagnons à travers différents mécanismes de financement pour acheter le produit. Voilà, que ce soit au niveau du cacao, du palmier à huile, de l'anacarde, nous les accompagnons. Et également tous les porteurs de bons projets, d'accord, au niveau de la transformation, d'accord, qui nous présentent un profil de risque acceptable. Nous également, nous les accompagnons. Voilà. Donc, mais nous souhaitons aller plus loin et notre défi, comme je l'ai dit, notre problématique, c'est de bancariser les populations et on ne peut pas atteindre l'objectif de bancarisation que nous souhaitons, c'est-à-dire être à 40%, 50% demain, sans le monde agricole. En tout cas, nous nous félicitons de la prochaine loi. On vous a compris. Vraiment, le dernier tour de table, maintenant, il ne reste plus que 5 minutes. Monsieur Sanogo, quelle conclusion vous pourrez tirer après cette émission lorsqu'on parle de SARA, de financement, de transformation? Quelle est la conclusion que vous tirez pour terminer cette émission? La conclusion que je tire, c'est que aujourd'hui, la population, l'opinion nationale est interpellée sur la problématique même de l'agriculture. Et je me rappelle toujours la cérémonie d'ouverture du salon, où le Premier ministre marocain a vraiment insisté sur le financement des producteurs. Il a interpellé même les banques, financez-les. C'est vrai, ils n'ont pas de garanties, mais je vous assure que c'est eux qui vont rembourser mieux que ceux qui auront des garanties. Donc, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience que l'agriculture, quelles que soient les ressources autres qu'on peut avoir dans un pays, l'agriculture, c'est la base de l'économie et ça assure la sécurité alimentaire. Et le salon, c'est vraiment une opportunité pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on puisse attirer les investisseurs pour permettre de financer l'agriculture et d'assurer la durabilité de cette filière agricole qui est l'avenir vraiment de la population, qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Monsieur Berthet, votre conclusion? Moi, simplement pour dire qu'il faut toujours que de façon hardie, on fasse en sorte que nous ayons des sociétés coopératives toujours plus performantes. Parce que pour moi, la clé réside dans cela. Il faut faire en sorte que nous ayons des sociétés coopératives vraiment performantes qui travaillent, qui fonctionnent de façon comme des entreprises pour pouvoir rassurer tout l'environnement, n'est-ce pas, économique autour d'eux. C'est à ce prix seulement que nous pourrons avancer et que nous pourrons avoir suffisamment de financement pour pouvoir relever tous les défis qui nous sont opposés. Monsieur Koulibaly. Alors, je veux dire, au cours de ces dernières années, ce que nous avons fait, c'était vraiment de remettre la croissance agricole là où elle devrait être. Donc nous avons réussi non seulement à donner les moyens de production aux différents producteurs pour faire leur travail de tous les jours, nous avons réussi à mettre en place un certain nombre de mécanismes sur le terrain qui leur permettent de pouvoir évacuer leur production pour ne pas que cela pourrisse sur leurs bras. Nous avons réussi à leur faire prendre conscience qu'il faut se regrouper et donc des formations ont été faites dans ce sens. Donc aujourd'hui que la croissance est là et il faut la rendre pérenne. Pour cela, le SARA pour nous est une grande opportunité pour que, bien entendu, nos différents producteurs puissent rencontrer des partenaires financiers, des hommes d'affaires avec lesquels ils peuvent travailler directement pour pouvoir
rendre plus intéressant leur niveau de production, mais surtout le niveau de commercialisation de leurs produits. Nous pensons que nous allons y arriver. La prochaine étape pour nous, c'est vraiment d'asseoir un système de financement des petits exploitants, asseoir un système d'assurance autour de cela, permettre aux petits exploitants de pouvoir avoir accès à la mécanisation et bien entendu, la dernière chose, permettre effectivement d'avoir de l'irrigation. C'est pour cela que nous sommes en train de réhabiliter les barrages pour mettre l'irrigation, mais elle doit être utile de façon communautaire, d'où le regroupement, j'insiste dessus, c'est mon dernier mot, d'où le regroupement des producteurs. Il est absolument important pour que les actions de l'État puissent porter plus durablement à leur niveau. Merci à vous, M. Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture. Je voudrais vous dire merci aussi à vous, M. Aboulaye Berté, secrétaire exécutif de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière palmier à huile. Merci à vous, M. Malamine Sanogo, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. À vous aussi, M. Souleymane Diarasouba, malheureusement, il est déjà le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire merci à M. Mamadou Adama Bamba, qui était sur ce plateau avec nous. C'est le directeur général de Ecokim, président de l'Union des coopératives exportatrices de Côte d'Ivoire. Voilà, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA, est reparti pour ne plus s'arrêter certainement, M. Koulibaly. Et ce sera la tribune indiquée pour parler désormais des enjeux de l'agriculture ivoirienne, africaine, comme voulu à sa naissance. Et la tribune où l'on mettra sur la table les différentes problématiques qui, en les résolvant, nous dévoilerons certainement comment réformer l'agriculture africaine. Je vous dis merci et à très bientôt. C'est sûr, M. Diarasouba, la prochaine fois, vous aurez la parole pour vous dire des mots. Merci et bonsoir.